Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Monde Politique de la radio Watt FM et de la télévision Free TV. Free TV qui émet sur le multiplex de la TNT du Burkina Faso et sur le numéro 254 du bouquet Canal+. Sur la radio Watt FM, c'est 100.8, le code d'accès. Vous êtes bien à votre émission éminemment politique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet ou d'un concept qui semble être revenu au devant de la scène. Il s'agit du transfert générationnel. Qu'est-ce que le transfert générationnel? Est-ce du hors-toi que je m'y mette? Ou bien il faut intégrer d'autres éléments? Quelle formation pour les jeunes burkinabés pour assurer une relève politique conséquente pour un Burkina mieux que ce que nous avons aujourd'hui? Telle est la problématique que Monde Politique aborde aujourd'hui. Et pour en parler, Monde Politique reçoit pour vous un auteur, un éditeur et chroniqueur politique. Il s'agit de M. Lionel Bilgo, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Merci d'être venu à cette émission. C'est un honneur. Merci bien. Alors, vous êtes auteur du livre du rêve Burkina Faso, du rêve à l'action, créons demain, un livre qui a été dédicacé en février 2020. Encore une fois, merci d'être venu. Alors, vous êtes à l'émission Monde Politique. Nous allons vous permettre de vous présenter, de prendre la parole pour un message quelconque d'entrée avant que nous ne commencions véritablement cette émission. Écoutez, tout simplement vous dire merci. Merci de m'avoir invité. Merci également pour ce thème qui a été choisi, qui pour moi est un thème crucial, aussi important, aussi vieux que le monde, parce que c'est pour moi le récital même de la vie, le transfert intergénérationnel ou transgénérationnel si vous voulez, parce que pour moi, même dans le règne animal, on transmet toujours quelque chose, et c'est la transmission qui nous a permis d'être ici aujourd'hui. C'est parce que d'autres ont géré avant que nous pouvons recevoir des valeurs culturelles, etc., des identités. C'est parce que d'autres ont été avant et ont donné naissance à d'autres et ont nourri d'autres personnes que nous sommes là aujourd'hui. Et donc, ce thème adapté à la politique comme à bien d'autres secteurs pose des problèmes aujourd'hui parce que on constate qu'il y a une espèce de forme de sclérosation au niveau des appareils politiques africains, etc., au niveau du sommet. Et donc, c'est une question assez importante qui, même si on ne le lit pas directement, cause beaucoup de tort au vivre ensemble parce que certaines crises en fait naissent justement du manque de transmission. D'accord. Du manque de transmission, nous vous disons merci d'être venu. Alors, je rappelle qu'au niveau de la scène politique, il y a des jeunes qui bousculent, il y a des aînés également qui sont accrochés, qui disent aux jeunes de patienter, vous n'êtes pas très bien formés, et patati et patata. En Côte d'Ivoire, Henri Konaté, 86 ans, candidat à la présidentielle. Aux États-Unis, de l'autre côté du continent, Joe Biden, le candidat des démocrates, à 77 ans, l'actuel président à 73 ans. Et donc, il y a effectivement... comment est-ce qu'on conjugue les choses? Est-ce qu'il faut faire comme en France, où vous avez un jeune président, mais avec des aînés qui accompagnent? Nous allons voir tout ceci au cours de cette émission. Alors, pour commencer, c'est vrai que vous avez déjà introduit légèrement sur le concept mais en lui-même, le transfert générationnel. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement que c'est le récital de la vie. C'est l'élément le plus simple, le plus basique, qui devrait être le plus limpide en termes de mise en œuvre. Parce que n'oublions pas que nos présidents, aussi présidents soient-ils, ont été des enfants, ont été des élèves, ont été des étudiants, ont été des salariés, ont reçu des maîtres et des professeurs qui les ont certainement nourris de par leurs ambitions, de par leur éducation, de par leur qualité, pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, une fois que l'on est que l'on atteint notre objectif, il serait égoïste, voire même salace, de ne pas vouloir transmettre ou permettre à d'autres personnes de faire ce même rêve-là ou ce même parcours-là. Moi, je trouve que c'est dommage que dans ce monde-là, en tout cas chez nous ici, beaucoup se vantent d'être les seuls dans certains secteurs, d'être les seuls dans certains domaines. Comme si, en fait, c'était une gloire quelconque d'avoir que de dire qu'il n'y a aucun autre être humain, aucun autre semblable qui s'identifie à soi ou qui puisse porter les mêmes chaussures que nous-mêmes, quoi. Alors que le but principal
principal de la vie, c'est justement de transmettre, de donner. Vous prenez l'exemple des États-Unis tout à l'heure, mais je vais vous faire remarquer également que les États-Unis ont eu des présidents relativement jeunes. On assiste aujourd'hui à la dernière génération des vieux faucons, entre guillemets, qui rêvent de parcourir, de briguer la magistrature suprême. Les plus médiatisés, c'est bien sûr Joe Biden et Donald Trump. Descendez au bas de la liste, vous verrez qu'il y a beaucoup de jeunes qui poussent et qui rêvent aussi de diriger la Maison-Blanche. Et quand vous reprenez, il y a de cela quelques années, Barack Obama n'avait pas l'âge qu'avaient ces personnes-là aujourd'hui. Bill Clinton lui-même n'avait pas l'âge qu'avaient ces personnes-là aujourd'hui. George Bush n'avait pas l'âge qu'avaient ces personnes-là aujourd'hui. Donc, le pouvoir américain n'est pas resté forcément dans les mains de seniors, entre guillemets. Ça a aussi vacillé entre les mains de certaines personnes qui n'atteignaient pas ces âges d'aujourd'hui. Donc, c'est à nous aujourd'hui de voir, contrairement à chez nous, où le pouvoir était géré par des jeunes, des gens relativement jeunes, au lendemain des indépendances, dans presque tous les pays africains. Oui, tout à fait, oui. Et qu'aujourd'hui, en fait, on se retrouve dans des pays là où le pouvoir est relativement géré par des personnes seniors qui ont été aux affaires quand ils étaient très jeunes. Donc il y a une question justement à se poser. Vous faites bien de faire la comparaison. Et quand on compare, on se rend compte qu'il y a un problème quelque part. Oui, effectivement. Alors, il y a un problème quelque part. La question fondamentale, c'est comment est-ce qu'on le fait? Du ordre que je m'y mette ou comment est-ce qu'on procède? Parce que le Burkina Faso a eu à peu près ce même transfert générationnel, mais dans presque du ordre que je m'y mette. Je prends la génération 83, ils sont nombreux qui sont arrivés aux affaires très tôt. Thomas Sankara, 34 ans, et tous les autres qui ont suivi étaient très jeunes quand ils accédaient effectivement au pouvoir. Alors aujourd'hui, c'est cette même génération, c'est vrai, 83 qui est en train de nous diriger, mais en 83, quand ils accédaient au pouvoir, c'était pratiquement par la force. Oui, et cette option n'étant plus de mise, il va falloir imaginer, ou en tout cas s'adapter à l'autre format, que je préconise le plus d'ailleurs parce que je suis non violent. Ce format-là qui dit qu'il faut privilégier la méritocratie. Voilà. Et quand on parle de méritocratie, s'il fallait faire un concours pour être président, c'est même pas sûr que le président actuel serait le premier de ce concours-là. Donc, ça veut dire tout simplement que comme on ne peut plus faire des coups d'État, et d'ailleurs, si vous prenez les mêmes ingrédients qui ont amené les coups d'État de 80, existent toujours aujourd'hui, existaient même pendant le CDP. C'est-à-dire on n'est plus dans l'ère des coups d'État. On est dans l'ère, si vous voulez, des révolutions intellectuelles, entre guillemets. Mais malheureusement, vous avez une politique qui a beaucoup embrassé le système politique ou démocratique occidental, mais qui malheureusement a laissé les populations dans une espèce de méconnaissance du système politique. Donc on a une élite qui comprend bien le jeu politique, mais qui joue de l'ignorance d'une masse qui ne comprend pas très bien le jeu politique. Remarquez voir, on parle des investitures aujourd'hui, mais jusqu'à l'heure actuelle, tous les candidats se disent prêts et qu'ils vont gagner les élections, mais aucun ne parle de son programme. Et on laisse croire, on a l'impression qu'on va élire en fait des individus et pas des programmes pour sortir le pays de la situation dans laquelle il est. Normalement, dans tout pays censé, on devrait commencer à parler des programmes, à les regarder point par point, bille par bille. Et donc, moi, je dis tout simplement que comme on ne peut plus faire de coup d'État, il faut imaginer à mettre sur la scène des forats de discussion et d'échange, et que les jeunes sachent tout simplement que la seule manière justement d'accéder ou d'arriver, c'est de s'abreuver des attentes réelles de la population et de porter justement en eux le comportement idoine qui correspond à ce que cette population-là leur fasse confiance. Dans d'autres pays, on l'a vu, il y a eu des révolutions là où on n'écoutait plus ceux qui ont le pouvoir de l'argent économique et le pouvoir médiatique parce qu'ils étaient hyper connus. On est parti chercher des parfaits inconnus parfois pour les faire présidents. Récemment en Afrique, vous avez vu le cas de la Tunisie. Regardez le cas des pays baltiques. Quand vous prenez l'Ukraine, quand vous prenez Podemos, etc., tous ces mouvements qui sont nés récemment, c'est piloté relativement par des jeunes ou par des gens qui ne s'intéressaient même pas à la chose politique. Parmi eux, il y a des agriculteurs, il y a des paysans, il y a des fermiers qui aujourd'hui comprennent qu'en réalité, leur vie dépend de leur engagement civique, public et politique. Donc, ça veut dire que ce transfert-là s'est fait de force parce que tout simplement, la majeure partie des populations ont compris que la chose politique ne devait pas être une chambre secrète où
des élites viendraient concocter des recettes pour, encore une fois, drainer le peuple dans des chemins qu'ils ne veulent pas. Alors, ce que vous dites est vrai, mais à l'échelle nationale, quand on regarde, vous parlez aux hommes politiques, aux leaders des partis politiques par rapport aux jeunes à placer, ils vous disent qu'il y a de la difficulté. On a des jeunes qui ne sont pas formés, qui ne sont pas outillés, et tout et tout. Alors vous dites que c'est vieux, aussi vieux que le monde, mais comment on fait effectivement ce transfert-là? Mais justement, nous sommes une génération sacrifiée. Moi, je l'ai dit dans mon livre, et j'ai expliqué. Vous dites que la plupart des éléphants politiques aujourd'hui vous disent qu'il n'y a pas de jeunes qui ont les valeurs que eux ils aimeraient qu'ils aient à placer. Parce qu'ils ont des difficultés, que la jeunesse aujourd'hui, c'est une jeunesse un peu dépravée, etc., etc. Mais ils savent pourquoi ils le disent. À qui la faute? Et comment se fait-il que eux, au moment de placer, parce que pour placer, il faut avoir formé. À quel moment ils n'ont pas fait le travail de formation ou de transmission des valeurs que eux ont reçues? Comment ils n'ont pas pu transmettre le courage, l'intégrité, la morale, l'exemplarité à cette jeunesse-là, pour qu'au moment justement de transmettre le relais, ils puissent avoir des jeunes vaillants, capables de les honorer eux, parce que celui qui transmet le relais à un voleur, de toutes les façons, votre poulain, lorsqu'il se casse la gueule, vous prenez les éclaboussures sur vous-même. Et donc, c'est à eux de se poser la question de ce qu'ils n'ont pas pu faire, ou ce qu'ils ont fait mal et sciemment, pour qu'au moment de transmettre, au moment de leur vieux os, ils n'aient pas de jeunes capables de porter le flambeau. Et vous savez, notre système politique actuel, et quand vous regardez notre classe dirigeante, y compris notre fonction publique burkinabé, vous vous rendez compte quand même de la gravité dans laquelle nous sommes. Nous sommes un pays là où le taux de chômage est exponentiel. Et vous voyez dans la fonction publique, à des titres de responsabilité, certaines personnes qui ont dépassé largement l'âge de la retraite et qui auraient dû se reposer, se retrouver toujours à l'opérationnel. C'est une honte pour un pays qui compte des jeunes formés par millions, parce qu'à chaque fois qu'il y a les concours, vous remarquez voir que ceux qui vont concourir parfois dépassent même le nombre de ceux qui ont donné leur voix à l'élection au président Roch Marc Christian Kaboré pour les concours nationaux dans notre pays. C'est une honte. Et quand on voit qu'il y a des retraités qui continuent à rester dans des chemins de la fonction publique, on se pose la question et il y a un mal-être quelque part. Alors, vous entendez parler à la fonction publique, il y a le champ politique, mais même dans les organisations de la société civile burkinabé, c'est à peu près la même chose. Vous avez des seniors qui jouent là où les juniors devraient jouer, et parfois même des cadets, mais c'est ce qu'on constate, que ce soit dans l'univers syndical, dans les organisations de la société civile, dans le domaine de la lutte pour la promotion des droits humains, mais on le constate. Donc c'est toute la société burkinabé qui souffre de ce problème de transfert, pas seulement, oui. Seulement pour le politique. Non, mais c'est la symbolique d'une société malade. Parce qu'une société, c'est une organisation. Et quand dans cette organisation, vous voyez que les cloisons sont décloisonnées, que les blocs sont décloisonnés, et qu'il n'y a même plus de séparation, tout le monde se retrouve dans les mêmes lots, parfois à jouer des rôles qu'ils ne doivent pas jouer. Et là, vous vous rendez compte du mal-être profond de notre société. Je dis une chose, c'est qu'il faut être lucide et regarder ce qui nous arrive en face. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de jeunes capables aujourd'hui. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de jeunes avec une bonne morale aujourd'hui. Par contre, il est vrai que ces jeunes capables là dont on parle, ceux qui ont une morale là, n'ont pas été les petits de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Parce que ceux qui ont été les petits de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ont été mal nourris à une mauvaise mamelle, si bien que ils ont été nourris à la politique facile, le strapontin pour avoir la main sur les deniers publics. Ils ont été nourris à des mauvaises pratiques, assez salaces dans le domaine politique quand même. On les a utilisés pour faire du faux et arriver là où ils sont. Et pour la plupart, quand vous regardez, et c'est trop facile de nommer un jeune, et dès les premières pluies, les premiers orages, on dit voilà, les jeunes disent qu'ils veulent des postes quand on leur donne, voilà. Mais vous avez nommé quel type de jeunes? C'est ceux-là que vous avez dépravés par le passé, par votre système politique, ou c'est ceux qui sont allés se nourrir eux-mêmes et qui ont gardé une certaine intégrité que vous avez nommés. Généralement, ceux qui ont cette intégrité-là, on ne les veut même pas dans l'arène gouvernementale. Eux-mêmes ne veulent pas y aller. Eux-mêmes ne veulent pas y aller. Et c'est est-ce que ce n'est pas leur responsabilité, leur faute maintenant? C'est leur faute. Et c'est là que je dis,
il ne faut pas refuser. Malheur à celui qui dit qu'il ne fait pas de la politique. Nous faisons tous de la politique d'une manière ou d'une autre. Parce que si nous ne faisons pas de la politique, soyons sûrs, la politique, elle nous fait. Elle nous fait dans le quotidien, y compris jusqu'au robinet de l'eau que nous allons boire. Et c'est un leurre de dire que nous ne faisons pas de la politique. Il faut être politiquement actif. Actif, ça veut dire quoi? Être à l'écoute de la sphère politique. S'engager et se dire qu'on a droit à la parole. Et prendre la parole quand vous sentez la nécessité de prendre la parole pour le bien-être social. Et il faut le faire. Et faire de la politique, ça ne veut pas dire tout simplement aller se présenter candidat. Non, c'est pas ça faire de la politique. La politique, c'est un champ bien plus global que ce qu'on imagine. Il y a des OSE qui font de la politique de façon active parce qu'ils prennent certains secteurs, certains domaines de la société et qu'ils combattent et qu'ils font des plaidoyers pour que ça marche. Donc moi je pense très sincèrement que il y a un devoir de remise en cause de la classe politique ancienne. Et il y a un devoir aussi de posture de la jeunesse d'aujourd'hui pour que dans leur posture, on sente en eux la capacité désormais de diriger. Il faut qu'ils sachent dire non à l'observation et qu'ils disent oui à l'action. Et ça, les deux générations vont se croiser. Mais attention, il ne faut pas tuer une génération pour s'asseoir sur la tombe de l'autre. Non, il faut que... On dit chez nous que c'est au bout de la vieille corde que l'on tisse la nouvelle. Et c'est vrai. C'est vrai. Nous ne serons rien sans ces personnes qui ont l'expérience et l'expertise de la vie. À cause d'eux, nous éviterons certains pièges du futur. Et sans eux, nous naviguerons à vue. En fait, ce qu'on appelle intergénérationnel, c'est une espèce de collaboration liée par un cordon ombilical. Alors, on vous entend parler, c'est ce que semble faire Emmanuel Macron, jeune, avec son ministre des Affaires étrangères qui est toujours au four au moulin, qui a d'ailleurs par moment occupé les postes du ministère de la Sécurité, Jean-Yves Le Drian, 78 ans bien sonné, un vieux loup de la classe politique française, mais qui est toujours aux affaires. Oui, je n'aime pas trop prendre l'exemple sur la France à cause de l'histoire qui lie notre pays à la France et puis aussi parce que notre situation ici est bien différente de la France. Mais l'exemple que vous prenez là... Je prends seulement cet exemple. L'exemple que vous prenez là est bien. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous savez, les affaires étrangères, c'est comme dans nos cultures. Vous allez à 100 km de Ouagadougou, vous trouvez un village. C'est toujours une personne mature, d'un certain âge, que l'on envoie toujours aller chez les autres, regarder, discuter pour maintenir des bonnes relations avec les autres. Jamais un jeune fougueux. Jamais. C'est le principe même de la diplomatie, y compris dans nos royaumes anciens. C'est même rare, je pense même que ça n'existe pas, de voir que dans un royaume, on a envoyé un gamin aller négocier ou aller présenter, parce qu'il y a la manière et la forme, il y a l'histoire qui compte. Et donc, c'est un bon principe de dire, on prend de ce coup-là quelqu'un d'expérience et d'expérimenté pour maintenir nos relations avec les autres nations, parce qu'il connaît au moins l'histoire. Mais quand vous regardez sur le plan intérieur, le gouvernement français est à l'image de l'âge médian français. Aujourd'hui, au Burkina Faso, là, vous avez entre 75% de la population qui a entre 15 ans et 35 ans, avec un premier ministre qui a 74 ans aujourd'hui. Le premier ministère qui est un poste budgétivore. Moi, je n'ai rien contre le premier ministre Dabiré, au contraire. Mais je dis tout simplement que dans un casting, parfois on peut se tromper. Et dès sa nomination, je me suis, entre guillemets, offusqué de voir qu'un tel poste, qui pourrait être occupé par quelqu'un qui a du sang neuf et qui sait aussi discuter parfois avec les autres composantes de la société, qui est majoritairement très jeune, eh ben, on va mettre quelqu'un à qui on doit du respect pour son âge dans nos sociétés, mais qui malheureusement, dès les premiers orages, vous avez dû le constater, M. Bouma, les syndicalistes n'ont pas manqué de le rappeler de façon irrévérencieuse certains propos qu'il a tenus et qu'ils ont estimés insultants à leur égard. Pour quelqu'un de son âge, je l'aurais vu faire l'économie, en tout cas, d'un tel pâturage dans l'espace médiatique burkinabé. C'est pour ça que je dis que le tabernacle des sages est vide. Le jour qu'il y a choc entre les jeunes, rares sont ces personnes âgées-là qu'on peut aller chercher pour discuter avec eux. Vous voyez, récemment encore,
quelqu'un comme Mélégué, de sa trempe, de l'expertise qu'il a eue dans tout le landerneau politique burkinabé, avec ses imperfections, parce que c'est un être humain, quelqu'un que on respecte énormément. Vous voyez la lettre de Léonce Koné qui vient encore une fois, de façon irrévérencieuse, je ne sais pas si vous l'avez suivi, le rappeler quand même qu'il a menti à telle émission, etc. Vous voyez, ça c'est de gros baobabs, nos parents qui se battent toujours sur le sujet de la nation. Alors que nous... Et les jeunes regardent ce spectacle que les doyens leur offrent. Un spectacle désolant. Un spectacle désolant. Je vais vous raconter une anecdote. Vous savez, un jour j'ai débattu avec quelqu'un de très âgé, je peux dire même mon papa, parce qu'il est de la génération de mon papa, sur le plateau, mais je connaissais très bien son fils. Nous avons grandi ensemble. Malheureusement, sur le plateau, nous avions des idées opposées. Je n'ai pas manqué de marquer mon opposition. À la fin de l'émission, il m'a rappelé quand on était tout petit, on venait, etc. Je dis oui, c'est vrai. Mais il dit, mais tu es un peu poignant dans tes propos et tout. J'ai dit oui, moi j'aurais aimé que ce ne soit pas vous en face de moi. J'aurais aimé que ce soit X, et je cite le prénom de son fils, qui soit en face de moi. Reposez-vous. J'aurais aimé vous voir au conseil, dans un poste de conseil. Mais si vous ne le faites pas, d'aucuns partiront avec une honte quelque part. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui ne veut plus attendre. Et elle a raison de ne plus vouloir attendre. L'endettement du Burkina est signé par des gens qui ne paieront même pas le premier trimestre de la dette. C'est-à-dire les dettes que nous signons aujourd'hui, que ce soit pour les routes. Certains ne la paieront pas parce que la nature va faire son travail. Je touche du bois, je souhaite longue vie à tout le monde. Mais on sait quel est l'âge moyen pour quelqu'un. 150 ans, 100, 200 ans, ça n'existe pas. Et la plupart des prêts, des endettements que l'on signe aujourd'hui, c'est pour une jeunesse qui a entre 15 et 35 ans. Ceux qui vont la payer en partie sont là. Et ils ne sont même pas invités au chapitre décisionnel. À un moment donné, il y a un problème. Vous êtes à l'émission Monde Politique avec M. Lionel Bilgo. Il est auteur, il est également éditeur et chroniqueur politique. Nous parlons du transfert générationnel. Il dit tout de suite il y a un problème quand on fait le constat au niveau de la scène politique burkinabé. Alors, une autre question, est-ce que le transfert générationnel est la solution à l'alternance, qu'elle soit politique ou je ne sais pas moi? M. Bilgo, est-ce que c'est une solution à l'alternance? Mais c'est une des meilleures solutions. Aujourd'hui, moi, mon père est toujours en vie. Mais pour les questions de famille, parfois son avis compte, mais peu par rapport à ses garçons, par rapport à ses enfants, qui sont en âge de décider. Quand on se rassemble, on prend certaines décisions contre l'avis de notre père. Parce que le monde a changé. Pas pour lui faire mal, parce que nous voyons que son bien est dans la direction que nous choisissons. Parce que nous avons pris nos responsabilités dans la famille. Parce que nous avons atteint l'âge mature de décider. C'est comme ça aussi dans la vie politique, dans la vie sociale, dans la vie économique d'une nation. La régénération. Les nations qui restent statiques, qui ne se régénèrent pas, qui ne recréent pas, c'est vraiment des nations mortes. Et nous ne voulons pas être de cette nation-là. Nous voulons voir d'autres idées émerger. Nous voulons voir d'autres manières de faire naître. Nous voulons voir d'autres pensées, d'autres courants de pensée arriver. Et comme ça se fait ailleurs en Occident, là où les idéologies classiques pratiquement sont mises de côté pour des idées ou des pensées ou des courants de pensée, des idéologies nouvelles naissantes en fonction des réalités de la planète et du monde. C'est comme ça que nous voulons. Alors, pas plus tard qu'il y a de cela quelques mois, un ministre de la Sécurité disait qu'il ne savait pas comment on utilise Internet. Dans un monde planétaire complètement relié. C'est pas une nécessité, mais c'est presque une obligation importante d'être dans le concert des nations et d'être au diapason du concert des nations, sinon on est à la marge de cela. Là où on parle de cybersécurité, où les attaques ne se font plus par des Kalachnikov, mais par une autre technologie que l'on appelle Internet. Donc c'est très difficile. Je ne dis pas que c'est la solution, mais c'est une solution à l'alternative. Et à la meilleure alternative. Parce qu'il faut faire attention. Quand on dit le transfert, il ne s'agit pas de donner le pouvoir.
C'est pas de cela qu'il s'agit. On ne donne pas le pouvoir. Il n'y a même pas besoin de le dire. On sait très bien qu'on ne donne pas le pouvoir. Nulle part ailleurs au monde, on ne donne pas le pouvoir. En tout cas, le pouvoir démocratique, on ne donne pas ce pouvoir-là. Puisque c'est démocratique, il faut montrer qu'on est le plus fort intellectuellement, de façon pragmatique, qu'on est celui qui a les valeurs dont la société aimerait voir incarnées par le président. C'est comme ça que l'on devient président, parce qu'on est élu par une majorité de personnes au suffrage universel. Donc on ne donne pas le pouvoir. Mais dans chaque appareil politique, on peut donner les ingrédients de ce qu'on appelle les valeurs à des poulains que l'on prépare comme une course pour qu'ils aillent batailler pour gagner le pouvoir. Et ça fera la fierté de ceux qui ont transmis ces valeurs-là à ces jeunes-là. Oui, mais effectivement, c'est l'heure de la transmission de ces valeurs qui pose problème. Je prends la Côte d'Ivoire à côté. On peut tout reprocher au PDCI RDA, sauf celui de n'avoir pas, comment on appelle ça, formé ses cadres. Le PDCI a pris le temps de former ses cadres. Mais l'heure de la transmission a sonné. Ce n'est pas forcément ce n'est pas forcément cela. Henri Konan Bédié, 86 ans, avait d'ailleurs dit il peut se présenter à 75 ans, oui, mais à partir de 80 ans, il arrête parce que le cerveau, on prend de l'âge, on ne peut plus réfléchir comme avant, on n'est plus en forme. Mais aujourd'hui, c'est le même Henri Konan Bédié qui vient redire que la vieillesse, l'âge est un atout. Face à des jeunes comme Henri Konan Bédié, Kakabe, Kwadjo Konan Bertin, qui a pris ses responsabilités, et les autres jeunes du PDCI qui sont assis et qui attendent peut-être un jour le départ voulu ou pas, forcé par la nature ou pas, je touche du bois, de Henri Konan Bédié pour pouvoir s'entre-déchirer. En général, c'est comme ça quand le grand Manitou s'en va, les uns les autres s'entre-déchirent. Alors, en même temps posant la question de la survie du PDCI à ce genre de crise politique qui naissent après la disparition du leader. Alors, des jeunes comme Kakabe au niveau du PDCI, très bien formés, et mieux formés, il y en a. Mais est-ce que ce n'est pas ces jeunes qui ne s'assument pas à l'heure de la transmission? Les doyens n'ont pas transmis en Côte d'Ivoire. Oui. Et d'ailleurs, quand vous prenez le cas du PDCI, c'est ce qui va amener le PDCI à sa perte. Parce que Bédié, même s'il incarne une popularité ivoirienne, il n'incarne pas la vigueur, la rigidité, l'énergie que l'on voudrait qu'un président incarne. Et donc, vous avez des jeunes qui ont été très bien formés au PDCI, qui ont été nourris à la mamelle du PDCI, mais correctement formés, qui ont la hargne politique, qui savent aller rassembler, conquérir des voix, mais qui malheureusement n'ont pas l'adoubement qu'il faut, au moment où il faut. Et c'est comme ce que vous dites, ça engendre des crises. C'est pour cela que des gens comme moi, et comme bien d'autres personnes, on parle d'une transmission. Le concept de transmission intergénérationnelle est très important pour éviter ces crises et ces fractures-là. Parce que ça n'arrange même pas la société tout entière. Kakabe vient de sortir avec une belle lettre. C'est un ami Kakabe. Et dans son interview, dans cette lettre, d'ailleurs, il porte beaucoup de respect à son mentor Bédié, à qui il n'a jamais manqué de respect. Mais il dit tout simplement que l'heure de s'assumer est arrivée et que lui, en tant que jeune, au nom du PDCI, mais pour aussi sauver le PDCI, il s'engage au sein du PDCI. Lui, jeune, il a pris ses responsabilités. Et dans la vie, qui ne risque rien, n'a rien. Mais les autres jeunes sont à côté, compétents, et puis ils sont assis, ils regardent. Oui, mais sauf que, à un moment donné, c'est là aussi qu'il manque au niveau de la jeunesse, un peu partout en Afrique, la solidarité. Les autres, à leur époque, ils sont solidaires. Pourquoi ? Parce que le système éducatif de l'époque les a trop tôt mis ensemble. Vous savez, vous quittez le village après le CEP pour venir en ville, c'est chez un oncle que vous ne connaissez même pas, qui va vous mettre à l'internat, le Zenda, etc. Les grandes écoles étaient là. Et ils se connaissent même dans la sous-région parce qu'ils ont quasiment fait les mêmes écoles à Dakar, etc. Donc, ils ont les amitiés connexes qui font qu'ils sont tous arrivés, cette génération-là en tout cas, aux affaires presque au même moment, et se connaissaient tous et connaissaient les mêmes pays, puisque au moment de la colonisation, on envoyait qui on voulait, dans quel pays on voulait. Nous, on n'a pas eu cette solidarité-là. On n'a pas eu cette école de la vie qui nous met ensemble forcément, parce que l'individualisme est entré dans notre société très tôt, plus vite qu'il ne fallait. On ne connaît pratiquement pas nos villages, etc. Je ne parle pas de moi, je parle en général. Mais c'est comme ça que eux, par
par exemple, ils ont été très solidaires. Et leur solidarité va jusque dans leur divergence. La preuve, c'est que les ennemis d'hier en Côte d'Ivoire s'embrassent aujourd'hui vice-versa. Bédié, qui a soutenu Alassane Ouattara, son ami d'enfance, étudiant, il va encore une fois aller embrasser Gbagbo, avec qui il y a eu un parcours dans l'histoire de leur vie. Ça veut dire que même quand ils sont divergents, ils sont convergents dans le symbole éducationnel qu'ils ont tous reçu par le passé. Et ils sont liés par l'histoire. C'est pour ça qu'avec eux, les crises théoriques là vont rarement trop dégénérer. Et quand ça dégénère, c'est les jeunes qui sont embrigadés dans leur camp derrière eux là. C'est leur hargne là et leur haine qui est exponentielle. C'est pour ça que je parle de guerre par procuration. Il faut que la jeunesse sorte de guerre par procuration. Telle personne a manqué du respect à mon mentor Salif Diallo. Et on va s'entre-déchirer entre jeunes militants engagés derrière les mentors. Demain, les mentors font chin-chin ensemble à l'hôtel Libya ou à la place de la Nation. Et vous, les jeunes qui vous êtes... Parce qu'une fois que la parole est dite, il y a des choses qu'on ne peut plus ramasser. Et donc, sur cette logique-là, je pense très sincèrement qu'il faut que la jeunesse s'assume. Mais il faut vraiment que les personnes âgées sachent aussi garder, avoir leur place. Moi, je connais des gens qu'on a appelés pour nommer et ils ont dit non, à cause de leur âge. Ils ont poliment refusé la nomination. Parce qu'ils sont âgés ou moins âgés? Non, parce qu'ils sont âgés. Ils ont dit, eux-mêmes ont dit, écoutez, à mon âge, j'ai tout vu, j'ai tout fait. Je laisse la place aux jeunes. Mais si vous voulez, je peux conseiller, je peux aider. En off. Mais je n'ai plus la fougue, je ne peux plus. Il y a des gens qui refusent aussi certains postes à responsabilité parce que ça les expose et que tout le bien qu'ils ont eu à engranger par le passé va voler en éclats au crépuscule de leur vie à cause d'une boulimie du pouvoir ou de l'exercice en fait du pouvoir. En tout cas, sur le plan de la transmission, comme je l'ai dit, par rapport à l'alternance, qu'elle soit sur le plan politique, sur le plan social, j'ai parlé tantôt des organisations, le constat au niveau du Burkina Faso, c'est que ce sont les seniors, on n'est pas dit les aînés, qui sont aux avant-postes. On regarde les partis politiques, c'est la même chose. L'univers syndical, c'est la même chose. L'univers des organisations de la société civile, c'est la même chose. Alors que cette société a besoin effectivement de régénérer. Donc, c'est-à-dire que le courage qu'il faut pour une alternative réelle, alternance réelle, qui peut être la conséquence d'une alternative, doit partir à tous les niveaux, pas seulement en politique. Ah oui, ça doit partir à tous les niveaux. Et moi, j'ai dit, c'est dans tous les secteurs, y compris dans le segment nucléaire de nos familles, de nos petites familles. Cette transmission se fait même dans nos propres familles, là. C'est pas dur à faire parce que c'est dans nos gènes et c'est, comme je dis, le récital de la vie, y compris dans le secteur économique. Vous allez voir des jeunes intelligents, expérimentés, mais qui n'arrivent pas à développer leurs entreprises. Parce que certains mentors, certaines personnes d'un certain âge sont toujours là à s'accaparer même des plus petits marchés. Il faut que demain, la fierté du Burkina serait d'avoir 5, 10, 15, 20 et Bobaf. Demain. Pourquoi pas? Parce qu'il ne faut pas regarder que le Burkina, le monde est vaste. Je rêve qu'on cite un Burkinabé dans ce domaine-là à l'extérieur. Il faut aller conquérir d'autres espaces. Le Burkina, c'est les petits, c'est un petit marché. Il faut créer des Idrissa Nassa partout là où on peut le faire. Et il faut permettre l'éclosion justement de certains talents pour que ces talents deviennent des entités. La fonction publique ne va jamais pouvoir absorber tout le taux les chômeurs qui sont là. C'est par la création d'entités privées et par le développement de ces entités et la protection de ces entités-là qu'on va arriver à absorber le taux de chômage qui est là. Mais ça, c'est le résultat d'un programme politique mené à froid, sans aucun état d'âme, pour qu'il y ait justement cette école de l'entrepreneuriat et que ce développement entrepreneurial-là permette d'absorber le taux de chômage. Et ça, c'est de la transmission aussi que on parle ici.
Il s'agit d'une transmission. Et il faut qu'ils acceptent cette génération-là. Parce que le compte à rebours est déjà lancé, nous n'avons plus le temps. Si nous continuons comme ça, nous allons droit au mur. Ce qui s'est passé en 2014, c'est un problème de transmission. Sinon, le président Blaise Compaoré n'avait pas besoin de modifier l'article 37. Et le CDP était quasi certain de remporter les élections s'il se mettait à bloc autour d'un candidat désigné. Et le président Blaise Compaoré aurait été là assis à caution. Un mandat de plus, un mandat de trop, une erreur de transmission. Pourquoi? Parce que dans le sillage du CDP, il n'y avait pas de candidat digne. Roch Marc Christian Kaboré est un produit du CDP, il est président aujourd'hui. Il n'y avait pas de candidat à choisir et à laisser tomber cette modification qui créait trop de larmes, de pleurs et de cris. Et pour finir, qui a versé du sang. Donc, c'est un problème de transmission. Et on n'a pas tout le temps pour transmettre. Parce que plus on prend le temps de le faire, plus le résultat est inefficace à la fin. Parce qu'à trop attendre aussi, on va faire autre chose. Où la colère et la rancœur montent et on va arracher le relais. Et quand on dit arracher, c'est justement l'insurrection, c'est des coups d'État, même si c'est proscrit, parce que finalement, ça arrive quand on est lassé. Et voilà ce qui se passe par exemple au Mali aujourd'hui. Vous êtes bien à l'émission Monde politique de Watt FM et de Truth TV et c'est avec M. Lionel Bilgo, chroniqueur politique, éditeur et auteur. Donc aujourd'hui nous parlons du transfert générationnel, nous allons évoluer dans notre sujet. Alors quelle formation pour réussir effectivement à faire cette transmission? Quel savoir donner aux jeunes pour pouvoir incarner une relève sûre? C'est aussi la question fondamentale, la question de la formation. Nous avons des hommes politiques, une classe politique burkinabé très bien formée et par les mouvements de gauche en son temps. Aujourd'hui, ces mouvements de gauche ont pratiquement disparu. Il y a un seul qui agit dans l'ombre, qui a ses produits mais qui font autre chose. Mais aujourd'hui, c'est la question fondamentale de la formation politique et idéologique et même académique. Le contenu des curricula, pour que cela puisse cadrer avec les réalités, nos réalités socio-culturelles et politiques. Quelle formation pour le cadre de demain? Moi, je pense que c'est une bonne question et je crois qu'il faut rendre la politique accessible à la majorité des Burkinabés. C'est-à-dire qu'il faut l'expliquer, qu'il faut le rendre sexy, attrayant pour la majorité des Burkinabés. La politique aujourd'hui sale au Burkina. Personne ne veut s'y mettre. La plupart des gens en tout cas. Et les anecdotes sur cette politique-là, on entend jour comme de nuit et c'est pas reluisant. Ça veut dire que le politicien lui-même a un travail d'attitude à faire. C'est-à-dire qu'il faut adopter une nouvelle attitude. Il faut une nouvelle manière de faire la politique dans notre pays. Et il faut réexpliquer la politique à nos enfants. Pour qu'on ne pense pas que la politique, c'est un raccourci. Ce n'est pas un caniveau de bras cassés. Là où des gens n'ont pas réussi, ils viennent en politique. Ce n'est pas ça du tout. Il faut venir en politique avec de la connaissance, de l'expérience, de l'expertise. Et il faut venir en politique avec une volonté de servir et non de se servir. C'est très important. Parce qu'on a transformé la politique en une espèce de supermarché, là où quand on y rentre, on peut choisir ou prendre ce que l'on veut et sortir, faire son panier. Et là, c'est très dangereux. Et aujourd'hui, si la politique est vue comme une échelle pour se gaver et se nourrir au lieu de servir la population, il va de soi que les plus truands de notre société s'y retrouvent. Donc, il faut que dans les partis politiques, on remette en selle la question même de la formation. Mais, M. Bougma, oui, quand on parle de formation, celui qui vous forme, s'il n'est pas exemplaire, vous risquez de ne même pas attendre la deuxième seconde de son premier cours. Donc l'exemple compte pour beaucoup. L'exemple compte pour beaucoup. Il faut que les politiciens actuels montrent patte blanche et donnent l'exemple, avant même qu'on ne parle de l'école de formation. Sankara était en lui seul, en même temps l'exemple et la pratique, la théorie et la pratique.
lui-même, en lui seul, il y avait les deux en un, la théorie et la pratique. Je dis, je fais. C'est pas, je dis, allez faire, je dis, je fais avec vous. Il nous faut cette nouvelle manière de faire la politique. On doit faire la politique par l'exemplarité aujourd'hui. Malheureusement, quand vous regardez dans notre société, les plus grosses maisons rutilantes, c'est généralement ceux qui ont fait de la politique par le passé. Et il faut que beaucoup comprennent que ces temps sont révolus. C'est seulement comme ça que l'on va arriver à former une nouvelle génération de politiciens qui ont compris que la politique, en fait, en réalité, c'est pour servir la société, de par ses connaissances, de par sa vision, mais de par sa volonté aussi de transformer positivement l'ensemble de la société. Si vous n'aviez pas de quoi vivre en dehors de la politique, et que c'est la politique seule qui vous nourrit, il y a forte raison, forte chance que de cette manière-là, vous utilisez la politique que pour vous nourrir. En ce moment, effectivement, les choses sont dévoyées. Alors, se pose également la question de... En plus de la formation politique, il y a la formation à un certain nombre de valeurs à pouvoir inculquer au niveau déjà école, académique, avant que le jeune ne s'engage en politique, savoir quelles sont les valeurs fondamentales qui fondent notre société, qui fondent la culture, qui fondent le Burkinabé est fait de quels matériaux? C'est ça, de l'école. Moi, je pense qu'il faut revoir, pour parler de l'école, moi j'ai été, dans mon livre d'ailleurs, j'ai consacré plus d'un chapitre au niveau de l'éducation en disant notre éducation est malade. Il faut revoir tout le curricula. Nous, on ne forme pas des Burkinabés. On forme des singes prêts à l'immigration, on forme des étrangers. C'est pas notre identité dans nos curricula est faible. Prenez les chapitres où on parle du Burkina Faso, dans tout le curricula. Et vous comparez au chapitre où on parle de l'étranger, où on parle de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, où l'on parle, même quand on parle de la colonisation, on parle en bien même du colon. Bizarrement, on ne cite pas les atrocités, on ne met pas plus en avant les résistances que la soumission. Vous ne formez, c'est-à-dire que la narration, le récit historique d'une nation est ce qui forme un patriote. Vous ne pouvez pas narrer à quelqu'un qu'il a été dominé, il est esclave, il est ci. Même si la partie domination est supérieure à la partie insoumission, vous devez mettre l'accent sur la partie insoumission. C'est comme ça que l'on forme des patriotes. Tous les peuples du monde font ça. Pourquoi nous, on ne peut pas faire ça? Qu'est-ce qu'il y a à aller enseigner au CM2, aux enfants, la Première et la Deuxième Guerre mondiale au CM2? Ça, c'est des cours d'université. Au CM2, l'enfant doit savoir ce que c'est que le Burkindi. Qui a été Thomas Sankara? Tout un chapitre normalement enseigné sur 2 classes. La valeur. Comment on a atteint l'autosuffisance alimentaire, ça doit être un chapitre entier sur la valeur travail des Burkinabés. Moi, je dis qu'il ne faut plus faire des examens pour savoir combien de personnes ont eu l'examen. On doit se poser la question au CEP, là, le profil type du Burkinabé qu'on veut qu'il sorte. C'est-à-dire du CP1 au CEP. Quand il gagne le CEP, quel est le profil de ce Burkinabé-là? Une fois qu'on se pose cette question, on met dans l'usine tout ce qu'il faut pour qu'à la fin, il sorte ce prototype de Burkinabé. Puis on va jusqu'au BPC. Quand un Burkinabé a le BPC, qu'est-ce qu'il sait de la nation? Qu'est-ce qu'il sait du Burkina Faso? Qu'est-ce qu'il sait de lui-même en tant qu'être humain? Quelle estime, parce que je parle d'estime, il a de lui-même? Parce qu'il y a le complexe d'infériorité des Noirs, et c'est vrai, et c'est dû à nos curricula et au contenu de nos enseignements. C'est vrai, hein? On fabrique des complexés par millions dans nos sociétés. Et il faut donner dans nos curricula une place importante à ce que nous sommes historiquement. Même les conflits interethniques qu'on voit là, la meilleure manière de résoudre ça, c'est par le système scolaire. Ah oui? Il faut remettre des chapitres du vivre ensemble burkinabé. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que l'histoire des Boaba. J'aimerais apprendre à l'école l'histoire des Peuls, même s'il y a plusieurs ethnies. Il faut ramener les langues qui sont... Vous savez combien de langues ont disparu au Burkina depuis 2000 à aujourd'hui? Au moins 4 ou 5 langues. Les derniers à les parler sont morts. Là encore, on parle de transmission. Il n'y a pas eu de transmission. Personne ne va plus parler cette langue-là dans le monde entier. C'est fini. Les derniers à les parler sont morts. Les petites ethnies disparaissent comme ça avec leur langue.
certes, des descendants existeront, mais ils ne parleront pas la langue. On a perdu quelque chose de fondamental quand on sait qu'une langue, c'est une valeur culturelle, sociale et sociétale à la fois. Tout ça à la fois. La langue, en fait, forge l'être humain. J'aurais aimé que tous ceux qui sont dans la Nyanya, pendant le bac, à l'examen, au lieu de l'anglais, par exemple, qu'on mette peut-être la langue locale. Ceux qui sont dans l'Est, qu'on parle de Gourma Schéma. Que tu sois moi aussi résident dans l'Est ou pas, peu importe, tu es obligé d'apprendre. C'est comme ça que l'on va arriver à se comprendre, à se connaître et à s'aimer. Parce que il ne faut pas que le Burkina soit une juxtaposition de régions et d'ethnies. Ça ne marchera pas. Le point qui doit nous lier doit être au-delà de cela. Et pour que ce soit au-delà de cela, il faut qu'il y ait une meilleure transmission de ces valeurs-là, du vivre ensemble, du parler ensemble. Les ethnies ont toujours existé au Burkina, ont toujours cohabité. Pourquoi c'est maintenant qu'on va tuer des Peuls, ou on va tuer des Mossi, ou on va tuer, etc. Pourquoi c'est maintenant qu'on s'entretue? Il n'y a pas là un problème de transmission. Il faut transmettre nos valeurs, du respect de la vie humaine, de l'exemplarité. On a laissé nos écoles se dépraver au fur et à mesure et surtout embrasser le monde sans aucune ADN de nous-mêmes à l'intérieur. Et ça, c'est très grave. Et on a laissé pendant longtemps un antagonisme particulier entre l'école du blanc et l'école de nos traditions. Parce qu'on n'a pas su au départ du blanc ramener l'école du blanc dans l'école de nos traditions. C'est normal. Quand nos arrière-grands-pères disaient qu'ils ne vont pas laisser leurs enfants aller à l'école parce qu'ils vont le perdre. Au moment des indépendances, il fallait amener même les chefs coutumiers, les rois ou les doyens des villages dans les écoles. Normalement, il doit y avoir un mois entier consacré à ces personnes pour qu'ils viennent apprendre la coutume, les traditions dans nos écoles. Nos écoles sont vraiment des espèces de bunkers à l'occidental. Il faut nous ramener à l'intérieur. C'est seulement comme ça qu'on va apprendre à former des Burkinabés. Alors, dans la case initiatique, il y a la hiérarchie. Le jeune initié sort en sachant que la société est hiérarchisée. Tels sont les aînés, tels sont ceux-ci. Moi, de par ma personnalité, ma place, c'est par là. Aujourd'hui, tout est confus. Est-ce qu'il y a encore la possibilité de ramener ces choses-là dans l'école du blanc, comme vous le dites? Mais oui, il faut. Mais d'ailleurs, et c'est ça qui va nous sauver. Nous avons une identité fébrile. C'est quoi? Qu'est-ce que j'appelle par identité fébrile? C'est une identité qui n'est ni affirmée de notre côté, ni totalement affirmée de celui à qui nous voulons ressembler. C'est ça l'identité fébrile. Votre identité vacille. Par moments, vous êtes conscient que vous êtes vous-même. Quand vous êtes touché par votre amour propre, vous vous dites « Ah non, on nous a insultés, nous les Noirs, on nous a... » Et par moments, vous vous dites, dans votre manière de vivre et de faire, vous n'avez rien de ce qui vous reste. C'est pour ça que je dis qu'il n'est jamais trop tard. Et il faut qu'on commence maintenant à créer l'école de la pensée au Burkina. Et on a des chercheurs, nous avons des intellectuels capables de réfléchir et de trouver le meilleur processus pour mettre tout cela ensemble. Et tant qu'on ne va pas créer ça, on ne va pas atteindre l'autre échelle qui est l'échelle de l'État-nation. Quand vous prenez des grandes nations, des grandes puissances, vous leur demandez qu'est-ce qui vous lie. D'aucuns vous diront, bon, c'est Marianne. D'autres vous diront, c'est le Nil, qui est notre socle commun. D'aucuns vous diront, c'est notre drapeau. Mais nous, ici au Burkina, qu'est-ce qui fait que nous sommes burkinabés? C'est pour ça que Sankara avait été ingénieux de trouver un symbole burkinabé. Il avait dit l'intégrité. Partout dans le monde, quand tu te définis burkinabé, tu n'as même pas besoin de le dire, on te dit déjà intègre. On te donne déjà cette valeur-là comme préalable à ton identité. Intègre, il est. Qui êtes-vous? Je suis burkinabé. Ok, il est intègre. Automatiquement. Et c'était tellement bien martelé que par l'éducation, l'école de l'époque révolutionnaire, on nous apprenait à être des braves. Le Burkina a lutté contre l'apartheid. Tous les matins, au tableau, on écrivait. Les maîtres écrivaient la phrase qui disait que nous étions contre l'apartheid. Tous les matins. L'Afrique du Sud était bien loin de nous. C'est pour ça qu'il faut revenir à l'école et redonner cette estime de soi à l'enfant burkinabé. Et l'amour de la patrie.
Mais il nous faut définir ce qui fait de nous Burkinabés. Parce que tant que nous n'allons pas avoir ce socle commun-là, cette colonne vertébrale qui nous lie, nous serons toujours séparés par nos identités ethniques. Alors aujourd'hui, comment on fait concrètement? C'est pour ça qu'il faut... Concrètement, c'est tout un programme. C'est tout un programme parce que Sankara a réussi à le faire dans un programme. Il faut le réécrire. Peut-être pas le réinventer. Reprenons le mot intégrité. Et mettons-y les ingrédients qu'il faut en y appliquant la rigueur qu'il faut à l'intérieur de l'école. En dosant le désir patriotique de chaque enfant burkinabé. Par l'exemplarité, la bonne morale, la valeur du travail. Et il faut rapidement reprendre en main l'ensemble de notre curricula pour que, au sortir du baccalauréat, nous fabriquions pas des cerveaux pleins de savoir en culture générale, mais des cerveaux pleins de savoir identitaire burkinabé. On est d'abord burkinabé, ensuite on est citoyen du monde et on embrasse le reste du monde. Tous les peuples du monde, les peuples forts et liés, rêvent, pensent comme ça. Et faire ça, les gens pensent que faire ça, c'est lutter contre l'Occident ou faire un droit d'honneur à la France. Mais la France s'en fout, notre curricula. Macron est venu ici au Burkina, il a dit, le Burkina va offrir des bourses à des enseignants burkinabés pour aller se former en France. Imaginez des enseignants burkinabés se former en France. Pour venir enseigner quoi à des enfants burkinabés? Le Burkina, c'est pas la France. Et la France, elle-même, cherche encore son chemin éducationnel. Najat Vallaud-Belkacem, quand elle était ministre de l'Éducation, elle n'a pas cessé de modifier le curricula français. Lui-même, Sarkozy, quand il était président, il a fait lire la lettre du petit Guy Moquet dans les classes de primaire. Ouais. C'est pourquoi? C'est pour donner une identité forte à l'enfant français. Parce qu'en France, il y avait ce qu'on appelle les ZEP, les zones d'éducation prioritaire, en banlieue, là où les enfants étaient le décrochage scolaire était trop, etc. Et ils ont vu qu'il y avait un problème d'identité. Il fallait réaffirmer la nation française à l'intérieur de l'école. C'est comme ça que l'on ressoude, on recolle les morceaux. Et c'est comme ça qu'au Burkina aussi, on va y arriver. Alors, pour réussir effectivement ce transfert générationnel, cela demande de la formation, mais aussi du courage. Courage, effectivement, d'accepter que les jeunes peuvent prendre la place des aînés. Tout comme vous l'avez dit en début d'émission, il y a des missions aujourd'hui où votre père vous envoie vous représenter valablement pour des questions sociales et puis c'est réglé. Oui, tout à fait. Et c'est même pas le courage de penser que les jeunes peuvent prendre la relève. C'est pas du courage. C'est le courage de laisser la place à des jeunes qu'on a formés. Parce que le courage de penser que les jeunes peuvent prendre la relève, c'est inné. Vous allez mourir. Nous allons tous mourir. Tout à fait. De toute façon. Donc, vous mourrez, la vie continue. Imaginez que Salif Diallo était là, il y a de cela quelques années. Gon Coulibaly, il y a de cela quelques jours, était encore là. Et il était prêt à diriger, à gouverner la Côte d'Ivoire. Il est parti et la Côte d'Ivoire est toujours à sa place. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. Salif Diallo est parti, le Yatenga est toujours là où nous, on savait qu'il était. Il n'a pas bougé. Blaise Compaoré était là 27 ans. Il est parti, le Burkina est là encore. Christian Kaboré s'en ira, le Burkina sera là. Au nom de quoi? Avec toute cette litanie de départ et d'existence continue, on pourrait s'imaginer irremplaçable dans ce monde-là. Au nom de quoi? Au nom de la bêtise et la cupidité, tout simplement. La valeur d'un homme, c'est celui qui lègue à la terre entière le fruit de son travail, de la sueur de son front, en formation, en morale, en éthique. Vous savez, un jour, j'ai rencontré un professeur d'université qui me dit, bon, vos conférences African Golden, je souhaite y participer. Moi, je suis le seul à l'université dans tel domaine, etc. Depuis 1983, quand je suis rentré, etc. etc. Je tais son nom par respect. Je l'ai écouté attentivement. C'était beau son parcours. Je lui ai dit, monsieur, vous ne pouvez pas faire nos conférences. Il était là. J'ai dit, oui, vous ne pouvez pas faire nos conférences. Si vous êtes le seul, depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui dans votre domaine, que vous n'avez pas fabriqué un seul docteur comme vous, c'est que vous n'êtes pas un exemple. Vous avez été égoïste. Peut-être que les élèves n'étaient pas à la hauteur, mais on peut se poser la question à savoir si vous étiez à la hauteur. La valeur d'un professeur,
La fierté d'un professeur, c'est de voir les fruits de son travail se concrétiser en un élève, en un étudiant. Et quelle a été sa réaction? Non, il était surpris de ma réponse. Il a dit non. Il a fait autre chose en temps. Il a fait des recherches. Il a créé des centres de formation. Mais non. Il n'a pas produit. Vous n'avez pas produit votre remplaçant. Il n'a pas un produit. Si aujourd'hui vous avez un infractus, je touche du bois, c'est foutu. On aura un Sénégalais qui va venir ici occuper votre fonction peut-être. Ou on ira chercher un Malien. Parce que là-bas, les professeurs ont créé des identités semblables à eux, des savoirs similaires à leur savoir. L'égoïsme au sein de la pratique professionnelle burkinabé est énorme. Et ça est dans tous les secteurs. Hein. Vous allez à l'université, plein d'étudiants vous disent. Quand on vous dit les étudiants gagnent 0, 5, 10, et le professeur est heureux de donner des 5, et se dit les étudiants ne travaillent plus. Ok, moi je suis d'accord. Le niveau d'éducation a baissé. Mais à un moment donné, on peut se poser la question à savoir si c'est le prof qui sait transmettre ou si c'est l'enfant qui ne sait pas recevoir. Parce que la classe est un lieu du donner et du recevoir. Vous donnez et l'enfant reçoit. Si vous ne savez pas donner, on ne peut pas prendre. Vous êtes en face de moi, vous voulez me donner quelque chose et vous tendez votre main là, ça va être difficile pour moi de l'avoir. Le chemin le plus court, c'est de me donner ça directement. Donc, vous voyez, on est vraiment dans ce segment-là qui fait qu'il ne faut pas être égoïste. Il faut se dire que transmettre de la valeur, donner envie à des personnes de faire comme vous. Vous, quand vous sortez que des enfants, vous voyez, vous dites « Ah, monsieur Boukma, je veux être comme vous demain », ça vous rend fier. Ça veut dire que ce que vous faites parle à d'autres. Et si vous avez l'occasion de former des jeunes, de former un stagiaire qui vous admire et d'oser même lui céder votre place, le temps d'une émission Monde Politique et de l'observer, alors là, vous aurez créé quelque chose, un monstre, plus grand que vous-même peut-être. Parce que la confiance que vous lui avez donnée, l'exercice que vous lui avez donné, malgré la dureté de l'exercice au moment où il pratiquait l'exercice, est fondamental pour lui. Et ça, c'est très important. En tout cas, c'est très important pour la relève. Nous y attelons. Savoir transmettre pour que ce soit bien reçu, pour que ce soit mieux reçu. Et savoir recevoir. Et savoir recevoir. Donc, d'un autre côté, des aînés qui sachent transmettre et également des jeunes qui sachent recevoir. Je pense que c'est le secret pour un très bon transfert générationnel qui ne sera pas du haut de toile que je m'y mette ou qui ne sera pas de dire venez, nous sommes fatigués, allez-y, on vous regarde. Facile. Voilà, ça va être trop facile et on n'aura pas les résultats escomptés. Madame, monsieur, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci, monsieur Bilgo, d'être venu. Merci. Alors, je rappelle que les portes de cette émission restent ouvertes parce que nous sommes d'ailleurs en année électorale. Il y a des enjeux politiques qui s'annoncent. Nous allons encore nous revoir sur nos plateaux pour en parler. Avec plaisir. Merci bien. Et nous vous disons merci aussi vous qui nous l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Nous donnons rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde Politique. Au revoir et bien des choses chez vous.